Alors que les regards étaient tournés vers la Coupe du Monde au Qatar ces derniers jours, au même moment, en Iran, les pendaisons d'opposants se multiplient, mais la révolte ne faiblit pas. On va donc essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment dans cette situation historique. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ils s'appellent Hossein, Mohammad ou encore Sahand. Ils ont quasi tous une vingtaine d'années et ils font partie des dizaines de personnes qui risquent d'être pendues pour avoir participé à la révolte contre le gouvernement iranien, le tout depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier. Cette jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, est décédée quelques jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs car elle ne portait pas correctement son voile, un voile qui est donc obligatoire aujourd'hui pour les femmes en Iran, et sa mort a déclenché une vague de contestation dans tout le pays, une contestation qui est ensuite devenue une mobilisation plus globale, pas seulement contre le régime islamique et contre les codes vestimentaires obligatoires par exemple, mais aussi plus largement pour davantage de liberté d'expression et contre la corruption. Alors on en entend assez peu parler en ce moment puisque l'actualité est très chargée, mais pourtant c'est une réalité que vivent les Iraniens en ce moment. Des exécutions de manifestants ont lieu et des dizaines d'autres doivent avoir lieu dans les prochaines semaines. En fait, il y a déjà eu 2 exécutions en lien avec ces manifestations iraniennes contre le pouvoir en place. D'abord, l'exécution de Mohsen Shekari, 23 ans. Il a été pendu le 8 décembre car il était accusé d'avoir bloqué une rue de Téhéran, la capitale du pays donc, et d'avoir aussi utilisé une arme pour attaquer un membre des forces de sécurité. Et la deuxième exécution, c'est celle de Majid Reza Ranavard, 23 ans, lui aussi est pendu le 12 décembre car il était accusé d'avoir tué 2 membres des forces de sécurité iraniennes. En fait, une dizaine d'autres exécutions sont prévues, mais selon l'ONG Iran Human Rights, le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisqu'en fait la plupart des familles subissent des pressions pour garder le silence et ne pas informer la population de ce qui se passe dans leur cas. Et cette situation inquiète particulièrement, sachant que au moins 475 personnes ont été tuées et 18 000 autres ont été arrêtées dans les manifestations ces derniers jours et dans les répressions de ces manifestations par le régime iranien. C'est ce qu'indiquent les chiffres d'une autre ONG, je vous mets les liens directement en description. Mais alors, pourquoi est-ce que le gouvernement iranien décide d'exécuter ainsi certains manifestants ? Eh bien déjà, il faut savoir que les exécutions par pendaison sont assez habituelles en Iran. Il y a eu 314 exécutions l'an dernier, selon l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, et c'est en fait le deuxième total le plus élevé au monde après la Chine. Il faut bien comprendre que ces exécutions qui ont lieu en Iran, elles ont lieu en public, donc le but très clairement, c'est de faire peur à la population pour leur dire en gros attention, voilà ce que vous risquez si vous continuez à manifester. C'est donc une façon pour le gouvernement de tenter de freiner la mobilisation et la révolte en cours actuellement en Iran, une mobilisation qui dure déjà maintenant depuis plus de 3 mois. Alors une fois qu'on a dit ça, quelles ont été les différentes réactions des pays du monde ou des organisations internationales ? Eh bien l'Union Européenne ou encore l'Organisation des Nations Unies ont condamné l'exécution de Mohsen Shekari et le Canada et la Grande-Bretagne ont imposé des sanctions à des personnalités iraniennes après cette pendaison. Par ailleurs, de son côté, l'Organisation des Nations Unies a expulsé mercredi dernier l'Iran d'une commission au sein de l'ONU destinée aux droits des femmes. Et pour plusieurs observateurs, cette réaction n'est pas suffisante pour éviter que le régime islamique iranien ne s'en prenne ainsi aux manifestants. En fait, selon le directeur de l'ONG Iran Human Rights, la réponse internationale doit être, je cite, plus forte que jamais. La rupture des relations diplomatiques est proposée par certaines ONG, tandis que d'autres proposent d'expulser des diplomates iraniens des différentes capitales européennes. 2-3 éléments de contexte peut-être pour terminer et bien avoir tous les éléments en tête. D'abord, première chose, la République islamique d'Iran, c'est son nom officiel, réprime très fortement la liberté d'expression dans le pays, ce qui fait aussi qu'on a peu d'informations sur place. En fait, il y a peu de journalistes internationaux qui sont présents actuellement en Iran. Par ailleurs, on en a déjà parlé, il y a eu de nombreuses coupures d'internet, ce qui a empêché aussi la diffusion de l'information. C'est ce qui fait aussi qu'on a relativement peu d'informations sur ce qui se passe en ce moment. Et par ailleurs, deuxième élément de contexte, actuellement 7 Français ou franco-iraniens sont détenus en ce moment en Iran. La France cherche donc forcément à obtenir sa libération. Bref, on verra donc quelles sont les réactions dans les prochains jours. Mais ça me semblait essentiel de faire un point aujourd'hui sur la situation. Je vous laisse avec Paul pour le reste des actualités en bref. Merci Hugo, salut à tous. On commence avec cette première
dernière info qui était très attendue aux États-Unis, la commission d'enquête parlementaire a rendu ses conclusions sur le rôle de l'ancien président américain Donald Trump dans l'assaut du Capitole à Washington par certains de ses partisans le 6 janvier 2021. Cette commission, elle était composée de 9 élus démocrates et républicains et elle avait été mise en place en fait pour faire la lumière sur ce qui s'était passé en interrogeant notamment des proches et des conseillers de Donald Trump. Et bien résultat, donc, la commission estime que Donald Trump a une très grande responsabilité dans les débordements et qu'il doit être poursuivi en justice pour 4 motifs précisément: appel à l'insurrection, entrave à la certification des résultats de la présidentielle, complot à l'égard de l'État américain et enfin fausse déclaration. Désormais, c'est le ministère américain de la justice qui va décider s'il va y avoir ou non des poursuites judiciaires. De son côté, Donald Trump a dénoncé, je cite, des poursuites bidons et il continue de dénoncer, comme depuis le début de cette procédure en fait, une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Deuxième info, c'est une assez grosse info en Europe. Les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord ce lundi pour créer un plafonnement du prix de gros du gaz. C'est une mesure qui était très attendue par de nombreux pays, qui a pris des mois de négociations pour mettre tout le monde d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le prix du gaz sur les marchés financiers en Europe, il ne pourra plus dépasser un certain prix, en l'occurrence 180 € le mégawattheure. Mégawattheure, c'est une unité de mesure de l'énergie. Et pourquoi cette mesure est importante? Eh bien parce que ça risque de limiter les prix de l'énergie en Europe. Pour la France, ça va notamment avoir des conséquences positives parce qu'aujourd'hui, la manière dont est fixé le prix de l'électricité dans notre pays fait qu'à certains moments, le prix de l'électricité est indexé, il est lié au prix de gros du gaz. Et ces derniers mois, à plusieurs reprises, ce prix de gros du gaz sur les marchés financiers, il a explosé. Du coup, ça a fait exploser aussi le prix de l'électricité sur les marchés en France. Alors il y a toutefois une crainte de certains avec ce dispositif, ce prix maximum du gaz, c'est que ça crée des difficultés d'approvisionnement en gaz, qu'à certains moments, certains fournisseurs de l'Europe en gaz refusent de nous vendre du gaz à moins de 180 € le mégawattheure. Troisième info, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu ce lundi en Biélorussie pour rendre visite à son allié, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, une première depuis 2019, et cette visite a été observée avec beaucoup d'inquiétude en Ukraine, parce que l'Ukraine craint en effet que la Biélorussie n'entre en guerre au nord-ouest de l'Ukraine pour aider la Russie, alors que la Russie fait face actuellement à des difficultés militaires. Mais de son côté, la Russie dit que c'est pas envisagé, qu'elle n'envisage pas non plus d'absorber la Biélorussie, et qu'avec cette visite, il s'agissait simplement de renforcer des coopérations entre la Russie et la Biélorussie, avec notamment des livraisons d'armes mutuelles. Quatrième info, l'actrice américaine Amber Heard renonce finalement à faire appel de sa condamnation dans le cadre du procès contre son ex-mari, l'acteur Johnny Depp. On vous avait pourtant dit il y a 2 semaines qu'elle allait faire appel de sa condamnation, mais en fait, il y a eu un accord après des négociations avec un juge. Amber Heard a accepté de verser à Johnny Depp $1 million de dommages et intérêts, une somme qui est bien en dessous des $10 millions qu'elle devait lui verser initialement. Pour rappel, tous les deux s'accusaient mutuellement de diffamation et Johnny Depp avait lui aussi été condamné à verser $2 millions à Amber Heard. Et avec cet accord, c'est donc la fin de cet immense feuilleton judiciaire énormément médiatisé. Cinquième info, tant qu'on parle des États-Unis et d'Hollywood, ça concerne l'ancien producteur américain Harvey Weinstein, que l'on connaît pour être à l'origine du mouvement MeToo. Eh bien, il a été de nouveau reconnu coupable d'un viol et de 2 agressions sexuelles contre une même femme ce lundi à Los Angeles. Il risque pour ça jusqu'à 18 ans de prison, voire 24 en cas de circonstances aggravantes. Un juge doit bientôt décider exactement de la peine. À noter qu'Harvey Weinstein purge déjà une peine de 23 ans de prison pour des faits similaires qui avaient été jugés à New York en 2020. Il est âgé aujourd'hui de 70 ans et comme aux États-Unis, en fait, les peines se cumulent. Vous l'avez compris, il pourrait passer la totalité du restant de sa vie en prison. Une 6e actu plus légère, même si peut-être un peu douloureuse pour ceux qui sont encore sous le coup de la défaite des Bleus dimanche face à l'Argentine. Le footballeur argentin Lionel Messi a battu le record du post Instagram le plus liké de tous les temps, avec une photo de lui soulevant la Coupe du Monde dimanche soir au Qatar. Sa photo compte actuellement plus de 61 millions de likes au moment où on enregistre ces actus. Le précédent record, vous vous en souvenez peut-être, c'était cette photo d'un simple œuf avec plus de 56 millions de likes. Elle avait été publiée en janvier 2019 de manière anonyme par un Britannique, avec le seul but de battre le record du monde de likes. Et on termine avec une actu insolite, ça s'est passé ce week-end dans un hôpital de Toulon, dans le Var. Un homme de 88 ans s'est présenté aux urgences avec un problème un peu particulier, un obus de la Première Guerre mondiale bloqué dans l'anus, de 18 cm de long et 9 cm de large. Et alors au-delà de l'aspect insolite, ça a créé un peu la panique, parce que l'hôpital a dû être évacué carrément, par crainte que l'obus contienne encore des explosifs et que ça provoque une catastrophe. Alors finalement, une équipe de déminage est intervenue, a assuré que l'obus ne présentait pas de risque d'explosion, et le patient a pu être opéré pour que l'objet soit extrait, et pour ça, les médecins ont été obligés de faire une entaille dans son ventre. Alors pas de débat hier, pas de débat aujourd'hui exceptionnellement, vous commencez à le connaître, il n'y en a pas tous les jours, on veut pas se forcer à en mettre tous les jours. Du coup ce sera tout pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent ces derniers jours, pensez à vous abonner évidemment pour ne pas louper les vidéos suivantes. Merci d'être chaque jour plus nombreux, rendez-vous aussi sur Instagram, mais c'est pas encore le cas, pour suivre l'actualité au quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.